Les hommes y viennent grands, assez bien faits et assez bons hommes de guerre quand ils sont une fois dépaysés. Mais les terres y sont mal cultivées. Les habitants lâches et paresseux jusqu'à ne pas se donner la peine d'ôter une pierre de leurs héritages dans lesquels la plupart laissent gagner les ronces et les méchants arbustes. Ils sont d'ailleurs sans industrie, art ni manufacture aucune. Ce qui provient apparemment de la mauvaise nourriture qu'ils prennent, car tout ce qui s'appelle bas peuple ne vit que de pain d'orge et d'avoine niellée dont ils n'ôtent pas même le son. Ils se nourrissent encore de mauvais fruits, la plupart sauvages. Le commun du peuple boit rarement du médiocre vin local, mange 3 fois de la viande en un an et use peu de sel. Il ne faut donc pas s'étonner si des peuples si mal nourris ont si peu de force. À quoi il faut ajouter que ce qu'ils souffrent de la nudité y contribue beaucoup. Les 3/4 n'étant vêtus hiver et été que de toiles à demi pourries et déchirées et chaussés de sabots dans lesquels ils ont le pied nu toute l'année. Le pauvre peuple y est encore accablé d'une autre façon par les prêts de blé et d'argent. Beaucoup d'autres vexations de ces pauvres gens demeurent au bout de ma plume pour n'offenser personne. Michel Virol, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé cette citation du personnage auquel vous avez consacré tant d'efforts fructueux en pensant que cela le situait d'entrée de jeu dans son monde, cet homme que vous nous montrez, à la fois lucide et sombre, visionnaire et concret, prudent et déterminé. Il est extrêmement lucide. Et au fil des années, la situation désastreuse de la France le pousse à écrire de plus en plus et à dénoncer tous les excès, toute la misère. Et c'est là il devient un personnage très, très attachant, parce que au bout de la plume, même s'il la retient parfois, il nous fait connaître la situation quand même du royaume de France à la fin du XVIIe siècle. Au-delà de ce que l'on lui attribue d'ordinaire, c'est-à-dire pour l'essentiel cette activité de poliorcète, c'est-à-dire de sa capacité de faire le siège, le siège et d'en défendre de certaines places fortes et d'en défendre d'autres. Oui, mais il a une fonction d'ingénieur. Il faut pas oublier que s'il a choisi en fait la branche technique, je dirais de l'armée de Louis XIV, c'est-à-dire être ingénieur militaire, c'est bien parce que c'est un noble de petite richesse. Donc, pour être officier dans l'armée de Louis XIV, il fallait avoir suffisamment de revenus pour entretenir les compagnies, les régiments. Et Vauban ne le pouvait pas, donc il a choisi de demander un brevet d'ingénieur qu'il a obtenu à l'âge de 22 ans. Donc, il a suivi cette voie technique dans laquelle il a excellé. Saint-Simon parle de lui avec quelque mépris de classe, dirait-on. Il le décrit comme un petit gentilhomme de Bourgogne, le Morvan, réduit par l'amertume au tombeau à la fin de sa vie. Il dit aussi c'était un homme de médiocre taille, assez trapu, qui avait fort l'air de guerre, mais en même temps un extérieur rustre et grossier, pour ne pas dire brutal et féroce. C'est une manière de le camper en commençant, mais peut-être injuste. Oui, mais la suite de Saint-Simon montre qu'en fait, il avait une admiration. Lui, qui a une plume plutôt acide, il se demandait comment un homme de cette trempe avait pu séduire Louis XIV et même Louvois. Et justement parce qu'il avait un cœur et des aptitudes qui, pour Saint-Simon, étaient vraiment hors du commun. Alors c'est ce qu'il faut décrire, cette histoire de cet homme qui passe en fait par la situation d'ingénieur pour accéder aux plus hautes charges. Une situation qui est assez récente. Être ingénieur, la formule date de quand ? On avait à la fin du Moyen-Âge le terme d'ingénieur notamment dans les villes, mais ce sont les Italiens qui ont mis en avant cette fonction d'ingénieur. Ingénieur au service des princes, ça veut dire aussi bien servir à la guerre, fabriquer des engins de guerre, les aider à gagner des batailles, mais aussi ce sont ceux qui organisent les fêtes. Grâce aux moyens artificiels, les artifices de l'ingénieur, c'est la maîtrise de la résistance des matériaux, et il faut arriver à maîtriser la matière pour donner des beaux spectacles ou être victorieux sur un champ de bataille.
Quoi qu'il en soit, cette fonction est essentielle, la fonction d'ingénieur relativement récente. Je vois que le dictionnaire de l'Académie française en 1694 écrit ceci de l'ingénieur: celui qui invente, qui trace, qui conduit des travaux et des ouvrages pour l'attaque ou pour la défense des places. On y est. Furetière, en 1727, dans son dictionnaire, élargit le regard puisqu'il écrit « C'est un mathématicien habile, expert et hardi qui sait l'art de l'architecture militaire, qui va reconnaître la place que l'on veut attaquer et qui en marque l'endroit le plus faible, qui trace les tranchées, les places d'armes, les galeries. » Alors, il faut d'abord que nous évoquions ce que l'on connaît de mieux de Vauban. Emmanuel, je le disais, le pose comme tel, c'est-à-dire l'homme de guerre, l'homme des fortifications, celle qu'on prend et celle qu'on défend. Oui, alors c'est avant tout un bâtisseur. Et il a pu complètement déployer ses capacités parce que Louis XIV a voulu inscrire sur le territoire ses places. C'est-à-dire que on a dépensé beaucoup plus que pour Versailles, pour les fortifications pendant le règne de Louis XIV. C'est bien parce qu'il y avait des moyens qu'il a pu exceller. C'est avant tout un homme qui étudie le terrain et adapte complètement la fortification aux matériaux du terrain. Donc il faut déjà une bonne connaissance, il faut reconnaître. Il va utiliser la brique dans le nord, vous connaissez Arras, vous connaissez Lille, ou même à Perpignan. Et ailleurs, quand il y a de la pierre, il va utiliser la pierre. Donc chaque fois, il s'adapte aux matériaux, il s'adapte au relief. C'est pour ça que c'est pas un théoricien de la fortification. C'est quelqu'un et c'est ce qu'il demande aux ingénieurs, il demande l'adaptation. S'adapter aussi aux différentes ressources, à la main-d'œuvre, pour donner les magnifiques fortifications que nous pouvons encore admirer sur le territoire français. On lui a tout de même demandé à la fin de sa vie de théoriser quelque peu, d'écrire des manuels. Il a refusé. Il a dit je vais pas écrire qu'une courtine se trouve entre deux bastions, ce n'est pas de mon fait. Il construit, il ne théorise pas. Parce que pour lui, il ne peut pas y avoir de théorie de la fortification. Il doit y avoir adaptation. Alors écoutons-le, second extrait du projet des ouvrages à faire à la ville et au château de Briançon. C'est un texte du 21 novembre 1992, lu ici par Jean Brunel, dans un documentaire de Michel Bichebois, Vauban dans les Alpes à Briançon, diffusé sur France Culture le 18 août 1980, il y a 42 ans de cela. Briançon est une petite ville du Haut-Dauphiné, sur la rencontre de trois principales vallées, savoir celle de Briançon à Embrun, celle du Monestier et celle des Prés, où est celui de Pignerol et de Suse par le Mont-Genèvre. Ces rues sont fort étroites, les entrées difficiles, et toute la ville mal bâtie est tellement inégale qu'il n'y entre point de charrois, qui ne sont d'aucun usage dans les trois vallées ci-dessus, qui toutes les trois sont fort peuplées, fertiles et bien cultivées par l'extrême soin des habitants, gens laborieux qui ont l'industrie de tirer les eaux de loin et de les conduire par des pentes réglées le long du penchant des montagnes, d'où ils les distribuent sur leurs prés et leurs blés à propos. Ce qui, joint à la bonne culture et aux soins qu'ils ont de bien fumer, les rendent d'une fertilité admirable, quoiqu'ils ne leur laissent aucun repos. La ville est fermée de deux enceintes, l'une vieille, l'autre nouvelle. On ne peut guère compter sur la vieille, qui est très mince, toute percée de fenestrages et d'égouts et adossée partout de bâtiments. Elle n'a point de corps de garde, ni de magasin, ni porte, ni fossé dont on puisse faire état pour rien qui soit. Il y a même encore pire que tout cela, c'est qu'elle n'a point d'eau qu'on ne lui puisse ôter dans un quart d'heure de temps. La nouvelle enceinte de la place, ayant été faite en vue de la sauver d'une insulte des Barbets, et non de soutenir un siège réglé, est peu de choses. Ce ne sont que des murs de moellons fort bruts de 2 pieds et demi à 3 pieds d'épais au cordon, surmontés par des parapets de 2 pieds et demi sur 6 de haut, et percés de créneaux. Comme ils n'ont pas de contrefort, ils ne peuvent pas soutenir un rempart. D'ailleurs, les flancs en sont très petits, aussi bien que les pièces qui composent cette fortification,
Peu ou point de fossés, beaucoup d'irrégularités, et le tout fort acculé sur la vieille enceinte, ce qui rétrécit l'espace entre deux et le resserre beaucoup. Il ne faut pourtant accuser ici personne de malfaçon, puisqu'il eût été très difficile de faire autrement, attendu que dans tout le circuit, il y a contrainte du dedans et du dehors. Car si d'une part il n'a pas été permis de se retirer davantage en dedans, à cause de la vieille enceinte chargée de toutes les maisons de la ville, il ne l'a pas été non plus de se jeter en dehors, à cause de l'effroyable ascendant des commandements et des pentes dans lesquels on serait tombé, de sorte qu'à tout prendre, il me paraît qu'on a à peu près tiré tout le bon parti qu'on peut exiger de cette mauvaise situation. Michel Virol, on a là vraiment l'homme que l'on s'attend à trouver. Briançon peut lui être reconnaissant. D'ailleurs, la ville lui est reconnaissante, puisqu'il y a là, j'ai repéré un collège Vauban, un cinéma Vauban, un hôtel Vauban, un musée Vauban et une avenue Vauban. Oui, Briançon doit beaucoup à Vauban, même si les principaux forts qui existent aujourd'hui ont été construits après, au XVIIIe, mais sur les plans de Vauban. Alors le texte montre en fait que la fonction de l'ingénieur, c'est de lutter contre l'universelle contrariété, contrariété de la nature, contrariété des matériaux. Et on voit bien, quand il parle de malfaçon, que le souci aussi du bâtisseur, c'est d'éviter les malfaçons, mais d'éviter aussi les malversations. J'insiste sur ce point parce que l'ingénieur, c'est celui qui est présent au moment du passage des marchés publics. Donc les marchés publics pour les différents entrepreneurs qui vont prendre en charge les constructions des fortifications nécessitent aussi que l'ingénieur s'informe sur les capacités financières de l'entrepreneur et veille à ce que celui-ci ne mette pas trop dans sa poche l'argent du roi. Donc Vauban a commis des textes que j'ai vu dans certaines mairies aujourd'hui, certains maires ayant pris à leur compte les recommandations de Vauban pour le passage des marchés publics et le choix des entrepreneurs, car le mauvais choix entraîne en fait la fin des travaux, un inachèvement, la nécessité de repasser un marché public qui coûte très cher, on sait très bien que c'est ce qui se passe très souvent actuellement dans le passage des marchés publics. Donc, veiller en fait à la solvabilité et au choix des entrepreneurs. Ne pas prendre le moins-disant. Or, en général, dans les marchés publics, c'est ce qui se passe. Donc, il y a le fait d'être au courant du prix des matériaux aussi, fait que Vauban va s'intéresser très vite aux fluctuations, on pourrait dire, de la monnaie, aux fluctuations des prix des marchandises, et c'est ce qui l'amène progressivement aussi à réfléchir au coût, non seulement des constructions, mais de la guerre. Puisque c'est lui qui va être chargé lorsqu'il va être surtout commissaire général des fortifications à partir de 78, de la totalité des fortifications, aussi bien sur terre que sur mer. C'est pour ça qu'il dépend des deux secrétariats d'État, secrétariat d'État à la guerre et secrétariat d'État à la marine. Louvois d'un côté, le plus souvent. Et Colbert de l'autre, et son fils Seignelay après. Je crois qu'il faut rappeler que Vauban était au service d'un roi qui a lui-même confessé qu'il avait trop aimé la guerre. Vauban, on pense qu'il est intervenu sur 300 places fortes quand même. Donc il parcourt les campagnes et c'est l'homme qui connaît certainement le mieux le royaume. Il est toujours sur les routes. D'autres ingénieurs n'ont pas eu les responsabilités qu'il a pu avoir. Commissaire général des fortifications, il a été lieutenant général. Donc il est impliqué aussi dans les actes de guerre et dans la nécessité de maintenir la défense de la France. Donc cette double fonction fait qu'il s'inquiète absolument de tous les aspects, et Vauban est avant tout celui qui pense à l'économie, aussi bien des hommes que de l'argent du monarque. Donc ces deux aspects font qu'il va toujours essayer de trouver un équilibre entre l'efficacité et l'économie de moyens.
Et c'est dans la ligne de ce même souci qu'on trouve cette fameuse formule du précaré, puisqu'il suggère au roi d'inscrire à coup sûr les dimensions du royaume dans des frontières naturelles, le mot date aussi de cette époque, et de ne pas non plus dépasser. Par exemple, l'évocation de Strasbourg qu'on pourrait dérober à la France, c'est insupportable. En revanche, laisser une armée en Italie, c'est aussi insupportable. Il a le souci, en fait, de l'efficacité des places fortes. Et la guerre de siège est dominante en ce dernier quart du XVIIe siècle. C'est la guerre privilégiée par Louis XIV aussi, parce qu'elle lui permet d'être présent à la guerre sans risquer sa vie. Donc il faut bien imaginer que quand Louis XIV fait un siège, il arrive avec sa cour, avec les dames, tout le monde s'installe, il essaie de choisir un plan un peu surélevé pour assister. Il assiste au spectacle. Et c'est pas fortuit non plus que Racine et Boileau, qui sont historiographes du roi, et suivent aussi le roi pour raconter ces événements. Donc la guerre de siège est une sorte de spectacle, et finalement Vauban va être là pour organiser le spectacle royal. Et il le peut parce que il maîtrise une donnée extrêmement importante, c'est-à-dire la durée. Il fait des prévisions sur les durées de siège. C'est quand même extrêmement important. Et il s'engage presque à ce que la durée soit la plus courte possible. Et c'est ce qui s'est passé au siège de Maastricht en 1673, où en 13 jours, il a réussi à prendre une place fantastique. Je propose sur la situation un peu dominée de l'ingénieur Vauban. On constate qu'à Versailles, il y a un très beau tableau de Lebrun, où on parle de ces 13 jours de la prise de Maastricht, en l'honneur du roi, mais Vauban n'est pas mentionné. Les tableaux sont là pour la gloire de Louis XIV, donc le technicien n'est pas mentionné. Et éventuellement, des maréchaux, on pourra parler des maréchaux, mais il ne l'est pas encore en 73. Et même quand il va être maréchal, il sera plus vraiment sur le terrain. Donc la volonté de Vauban, c'est de rendre en quelque sorte rentable son travail. Je mets entre guillemets bien sûr le terme de rentable. Donc construire une place forte isolée au-delà du Rhin, au-delà des Alpes, alors qu'on ne peut pas apporter de secours si elle est assiégée, c'est pour lui en fait un gaspillage des hommes et de l'argent. Donc il va rapidement raisonner en gentilhomme campagnard. Parce que faire son précaré, c'est vraiment mettre la clôture de son champ. Et il va s'adresser, alors non pas à Louis XIV, mais à Louvois, dans une fameuse lettre de janvier 1673, où il dit « Le roi devrait songer à faire son précaré », c'est-à-dire bien délimiter en fait les frontières du royaume. Et le terme de précaré a d'abord été utilisé pour les places du Nord, où il a proposé 2 lignes de 13 places fortes qui partent de la mer et qui vont jusqu'aux Ardennes, pour en fait tenter de protéger, bien sûr, ce qui est la faiblesse du royaume de France, mais pas seulement du royaume de France, on l'a bien vu dans les guerres récentes, ce sont les plaines flamandes. Il écrit à Louvois, dans cette lettre que vous évoquez, Michel Virol, il écrit « Si vous m'en croyez, monseigneur, prêchez toujours la quadrature, non pas du cercle, mais du pré. C'est une belle et bonne chose que de pouvoir tenir son fait des 2 mains. » Et constamment, on le voit insister sur les frontières, moins d'ailleurs sur les frontières qui sont toujours à l'époque des zones un peu floues que sur les limites. Et il dit aussi sur les bornes. Le terme de borne lui est cher. La France a des bornes naturelles au-delà desquelles il semble que le bon sens ne permette pas de porter ses pensées. C'est une référence permanente depuis que les limites du royaume de France sont à peu près connues et acceptées, c'est-à-dire vers 1550-1560. Absolument. Mais il reprend, il cite Jules César dans la guerre des Gaules, où il dit il y a des montagnes, il y a des fleuves, il y a la mer, il faut se cantonner en fait à ce type de limites et bien connaître ces limites, bien connaître le royaume. Une fois qu'on l'a borné, il est beaucoup plus facile de commencer l'investigation et la description de ce royaume. Alors on y vient car ce texte que je vais vous faire entendre illustre tout à fait votre propos.
Michel Virol. C'est un extrait du projet d'une carte politique de l'Europe qui remonte à la fin de la vie de Vauban, en 1706, ici diffusé dans le reportage de Sylvie Andreu consacré à Vauban en mai 83 sur France Culture. Ce texte tardif donc intervient au plein milieu de la guerre de succession d'Espagne et je le trouve parlant. Toutes les ambitions de la France doivent se renfermer entre le sommet des Alpes et des Pyrénées, des Suisses et d'Eux-Mers. C'est là qu'elle doit se proposer d'établir ses bornes par les voies légitimes selon le temps et les occasions. Et par conséquent, Genève et la Savoie et le comté de Nice sont de sa convenance, de même que la Lorraine, le duché des Deux-Ponts, la principauté de Montbéliard, le Palatinat, l'archevêché de Trèves, celui de Mayence et de Cologne en deçà du Rhin, les duchés de Clèves et de Juliers, le pays de Liège et le reste des Pays-Bas catholiques, y compris la Flandre et le Brabant hollandais. Voilà à quoi doit se terminer toute l'ambition de la France, et quand le surplus de la chrétienté se voudrait donner à elle, comme il serait plus à charge qu'autrement, elle ne le doit jamais accepter si elle aime son repos et sa sûreté. Repos, sûreté, les choses sont claires. Il y a tout de même un point qui est intéressant, c'est que Vauban aurait voulu fortifier Paris. Il est alerté par le siège de Vienne par les Turcs en 1683 et il écrit « Il peut arriver des cas capables de mettre Paris dans un extrême point et la France par conséquent. Si on examine bien les qualités de cette ville, on trouvera qu'elle est, à fort peu de choses près, à l'état, ce que la tête est au corps humain. Que tout ainsi que la tête ne saurait vivre sans le corps, ni le corps sans la tête. Il est vrai de dire que cette ville ne peut subsister sans la France, ni la France sans elle. En fait, il faudra attendre M. Thiers au XIXe siècle pour que ces fortifications interviennent. Louvois dit à Vauban que le roi a trouvé ce texte fort bien raisonné, mais que Sa Majesté a jugé qu'il n'est pas possible de l'exécuter. Il ne faut pas oublier que Louis XIV a fait détruire les fortifications de Paris dès son avènement, puisqu'il avait été obligé de quitter Paris pendant la Fronde pour fuir à Saint-Germain-en-Laye. Donc sa première réaction lorsqu'il a pris le pouvoir à partir de 1660, c'est de détruire les fortifications de Paris et de faire en fait 2 arcs de triomphe que l'on trouve la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis. Donc Vauban n'avait pas écrit sur Paris, mais c'est effectivement le siège de Vienne qui l'a alerté et il a vu en fait les dangers possibles si Paris était encerclé, était assiégé. La France perdait effectivement sa tête. Cet homme est amené à parcourir constamment, il est tout le temps en voyage, à parcourir le royaume de fond en comble et jamais il ne perd les occasions de regarder, d'observer et par conséquent de suggérer. Vous voyez cet extrait d'une lettre au maréchal de Villeroy, 27 octobre 1699, qui est lu ici par Philippe Siboulet, dans une émission toujours de Sylvie Andreu, de mars 2007. Il faut préciser que c'est l'anniversaire de la mort de Vauban qui a donné l'occasion de diverses expositions et d'écrits, y compris ceux de vous-même, Michel Virol. Écoutons à nouveau Vauban. Au maréchal de Villeroy, 7 octobre 1699, Honfleur. Je me suis fait une grande joie, monseigneur, de trouver l'occasion de me donner l'honneur de vous écrire au sujet de l'abbaye de Fécamp, où je me suis trouvé agréablement recommandé de votre part, qui est la chose du monde qui me fait le plus de plaisir. Je commence donc, monseigneur, par vous remercier très humblement. Après quoi, et pour en quelque façon payer mon écho, je prendrai la liberté de vous dire que j'ai vu en passant une belle vallée appelée Le Patuel, ou Claquedan, dont le fond, qui est fort étendu, est un marais inutile, et peut être à peu de frais converti en une belle et bonne et grande prairie, qui vaudrait, au dire des gens du pays, plus de 2000 écus de rente à monsieur l'abbé, car c'est à lui à qui elle appartient. Quoique ma folie dominante soit de fortifier en esprit tout ce qui paraît situation propre à quelque chose, je n'ai pas moins celle de vouloir dessécher tous les marais que je rencontre et de faire porter bateau à toutes les rivières qui ont assez d'eau pour faire tourner un moulin, comme aussi de procurer des arrosements dans tous les pays où il y a possibilité d'en faire, et de planter des forêts où il en est besoin, comptant et calculant que par ces moyens, on parviendra facilement à grossir et même doubler les revenus du royaume,
dont je voudrais bien faire un pays de cocagne. Voilà les chimères dont je m'entretiens le long du chemin, au moyen desquelles je ne suis jamais seul. Car je me trouve toujours dans le cas de quelques vues, moyennant quoi la réflexion joue son jeu, et je m'ennuie moins qu'un autre. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Donc notre Vauban, votre Vauban, Michel Virol, ne cesse pas de regarder, de compter aussi. C'est une chose qui frappe à vous lire. C'est un arithméticien. Il annonce beaucoup la passion des chiffres qui sera celle du XVIIIe siècle. Il projette d'ailleurs son imagination dans l'avenir à partir de ces chiffres. Par exemple, je vois qu'il imagine qu'en l'an 2000, nous l'avons dépassé, il y aurait 51 millions d'habitants en France au lieu de une vingtaine. Oui, de la fin du... il arrivait à peu près à 19 millions et quelques, entre 19 et 20 millions à la fin du XVIIe siècle. Mais il a une obsession des chiffres. Et même sur ses archives, on peut voir, en marge de ses textes, il fait des calculs, il fait des additions, il fait des multiplications. Il joue avec les chiffres, c'est une véritable obsession. Et pour lui, s'il arrive à faire une démonstration chiffrée, c'est une démonstration irréfutable. C'est un argument qu'il avance, même qu'il avancera au roi. Donc, il veut absolument tout améliorer. Et ces textes de réforme s'appellent amélioration de. Les terrains qui sont trop secs, mais effectivement, il faut arroser, faut irriguer. Si on a des marées, on va faire comme les Hollandais. Il faut les assécher. Et puis les cours d'eau, il faut les rendre navigables. Et puisqu'il y en a beaucoup en France, il faut rendre les différentes rivières communicables entre elles. Donc il imagine une circulation totale dans le royaume où on prendrait plutôt la voie fluviale plutôt que les routes, parce qu'il sait très bien que les routes sont en très mauvais état, lui qui est toujours à cheval. Il fait un texte sur les rivières où il les rend communicable dans son esprit, et il calcule le coût d'un déplacement sur route et d'un déplacement sur fleuve, et c'est bien sûr sa démonstration arrive à la conclusion qu'il faut mieux prendre les cours d'eau. Donc projet de canaux aussi. Les projets de canaux, et surtout alors, ce qui est intéressant, c'est que il dit que c'est le roi qui doit prendre en charge la construction des canaux, comme finalement le canal du Languedoc, qui a été initié par Riquet, qui a investi toute sa fortune, et Vauban est envoyé après inspecter le canal du Languedoc ou le canal des Deux Mers, et il écrit en mémoire d'une réflexion économique en disant que le roi doit prendre en charge les travaux pour le bien de tous, qu'il y gagnera, puisque le développement du commerce, les bénéfices de ce développement reviendront sous forme d'impôts dans les caisses du roi. Donc il est pour un investissement des pouvoirs publics sur tous les aménagements. Et il se montre assez même virulent contre les investissements privés, notamment de la noblesse. C'est pour le canal de la Meuse, où il dit personne ne l'emprunte parce que on y met des péages tellement élevés que personne ne peut les payer. Donc c'est au roi de financer les travaux. Donc c'est intéressant comme réflexion quand on pense à nos autoroutes privées et aux péages de nos autoroutes. Je salue ce rapprochement. Michel Virol, de fait, Vauban met très haut le pouvoir de l'État. L'État doit réguler, il ne doit pas laisser les forces, ni les forces du marché, il ne parle pas comme ça, ni non plus le rôle des privilégiés. Il a la notion du bien commun. Donc le bien commun, c'est du ressort de la compétence du roi. C'est le père du peuple. Il a souvent cette expression. Et un père doit s'occuper de ses enfants. Donc de s'occuper de leur nourriture, qu'ils aient des revenus suffisants. Il parle pas de leur éducation, mais au moins qui cessent de voir des malheureux sur les routes, des vagabonds, des fermes qui sont abandonnées, des terres, tout ce qu'il va voir à la fin du XVIIe siècle, la très très grande misère, notamment celle des années 93-96. Il considère que c'est au roi d'intervenir pour donner à manger à ses enfants.
et pour permettre d'ailleurs une extension de la population. Il est populationniste. Il peut reprendre le mot de Jean Bodin, fameux, il n'est de richesse que d'hommes. Oui, alors c'est vraiment un populationniste, ce qui fait qu'il va condamner les moines, parce que les moines ne procréent pas, donc pour lui, la moinerie est en fait inutile. Et il faut que toutes les mesures soient favorables, en fait, au développement de la population. Et il est furieux quand les écrits étrangers, que ce soit ceux de Vossius pour les Provinces-Unies, ou Grégoire Letty pour l'Italie, donne des chiffres de population du Royaume de France complètement erronés. Quand il parle de 14 millions, quand il parle de 9 millions, et il dit, mais bon, d'accord, c'est un secret d'État, la population, c'est ce qu'on va lui reprocher, de donner une estimation de la population de la France. Il voudrait un recensement ? Il veut un recensement. Le roi refuse. Et le roi ne le sait pas. Ça ne va pas jusque-là. Il va même jusqu'à faire imprimer un formulaire de dénombrement qu'on n'a jamais vu. C'est nouveau. C'est un dénombrement par tête, alors que jusque-là, on avait des estimations par feu. Donc, c'était les registres fiscaux qui permettaient d'avoir une estimation de la population multipliée par 4, multipliée par 5 personnes par foyer. Lui, il propose un dénombrement par tête et il fait des colonnes, hommes, femmes, enfants de moins de 12 ans, féminins, masculins, enfants de plus de 12 ans, les serviteurs. Et c'est absolument nouveau. Il le fait imprimer en 1686. Il l'envoie aux différents secrétaires d'État et seul le secrétariat d'État à la marine et donc aux colonies, c'est-à-dire, oui, et là c'est Seignelay, c'est son fils, l'envoie au Canada, l'envoie dans les îles d'Amérique, c'est-à-dire les Antilles, et les premiers dénombrements que nous ayons en France, c'est le dénombrement du Canada, de la colonie française du Canada et de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est quand même ahurissant, parce que c'est le seul qui est pris au vol, en fait, la proposition de Vauban. C'est-à-dire que ça n'a pas été envoyé aux intendants qui auraient pu essayer de faire le dénombrement. Les intendants, c'est-à-dire ceux qui représentaient le pouvoir royal dans les différentes provinces de France. Un autre aspect intéressant qui montre que vraiment il a été en avance par rapport à beaucoup de nos modernités, c'est une défense d'une monnaie active et saine. Il voudrait une monnaie unique en Europe. Oui, c'est une proposition, alors là on pourrait dire assez utopique. Lui qui veut une uniformisation, il réclame aussi une uniformisation des poids et mesures. Parce que il sait très bien que quand il fait les devis pour la Bretagne ou qu'il fait les devis pour la Catalogne, les mesures ne sont pas du tout les mêmes, donc il faut arriver à convertir. De même que pour un ingénieur, faire un devis, c'est exactement calculer à la brique près le prix, et quand les briques n'ont pas la même mesure à Lille ou à Perpignan, on n'a pas les mêmes devis. Donc comment faire accepter par Louvois notamment un devis si on n'a pas du tout les mêmes mesures. Donc résultat, il a réussi à obtenir une uniformisation au moins de la brique sur les chantiers royaux. On a adopté la taille de la brique de Lille et ça a été uniformisé. Il a réussi à uniformiser des techniques aussi de construction. C'est fabuleux parce qu'en fait c'est lui qui supervise et qui arrive à contrôler ce genre de choses. Beaucoup de courage d'ailleurs chez lui quand il bouscule les idées reçues, quand il s'approche du roi, avec respect bien sûr, mais parfois en critiquant et notamment lorsqu'il s'en prend avec beaucoup de force à la révocation de l'édit de Nantes. Les protestants, dit-il, étaient une richesse pour le pays. C'est un point qui est développé par un auteur protestant, un avocat, Alain Monod, dans son livre sur Vauban. Vauban, la mauvaise conscience du roi. C'est Pierre Jox qui avait préfacé ce livre. C'est important, non ? C'est à la fois en soi et puis vaillant, affronter le roi à cet égard. Alors, il a écrit un mémoire en 1689, la révocation c'est 85, et il envoie son mémoire à Louvois, qui lui dit mais vous êtes complètement malade en fait, d'écrire ça. Ce courage est une témérité. Oui.
il va l'envoyer aussi à Madame de Maintenon, qui quand même est née d'Aubigné et est née protestante. Pas de réponse, j'ai pas retrouvé de réponse, mais il la sollicite aussi. Et son texte, est très très courageux, très intéressant, où il écrit à Louis XIV en disant on vous a trompé sur les conversions, on vous a dit qu'il n'y avait plus un seul protestant en France parce qu'il s'était converti. En fait, c'est une erreur. Mais quand on est un grand roi, on sait reconnaître ses erreurs et on peut considérer que pour la bonne marche du royaume, on avoue que on a été trompé. Et surtout, il a cette phrase en disant que les rois ne peuvent pas commander au cœur, donc à la conscience des sujets. La religion est une affaire privée. Il chiffre auprès du roi, non sans courage, les conséquences économiques et sociales de la révocation, la désertion de 80 ou 100 000 personnes de toutes conditions, emportant plus de 30 millions de livres d'argent comptant, la ruine de la plus considérable partie du commerce, les flottes ennemies grossies de 8 à 9 000 matelots des meilleurs du royaume, nos arts et manufactures particulières, la plupart inconnus aux étrangers, qui attiraient en France un argent très considérable de toutes les contrées de l'Europe. Sur la franchise de Vauban envers le roi, on peut citer aussi cette lettre à Lepelletier du 19 août 1695. « Le roi, de qui j'ai l'honneur d'être connu à fond, est accoutumé à toutes mes libertés. Et dès que je cesserai d'être libre, il me prendra pour un homme qui devient courtisan, et il n'aura plus de créance en moi. Il vaut mieux lui dire les choses comme je les écris, Sa Majesté sachant mieux que personne que je n'ai nulle mauvaise intention, me pardonnera, plutôt qu'un autre, les grossièretés qui m'échapperont. » C'est un beau texte. Oui, mais c'est quand même un des rares hommes qui a eu l'autorisation d'écrire directement au roi. Normalement, il y a toujours les secrétaires d'État qui filtrent. Il doit écrire. Et d'ailleurs, le fils de Louvois se plaint, disant « Vous ne m'écrivez pas à moi, vous vous adressez directement au roi. » Mais c'est la correspondance particulière entre les deux, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et oui, il est curieux, dans l'ambiance qui est la nôtre aujourd'hui, de noter qu'il avait déjà proposé une mesure rigoureuse qui mérite que vous l'évoquiez. Il a proposé qu'un homme politique, en quelque sorte, ait sa fortune évaluée avant d'entrer en charge et suivie d'une évaluation quand il quitte sa charge, de manière à lui faire rendre le trop-plein, on pourrait dire, de l'accumulation des richesses. On imagine que Colbert, qui s'est beaucoup enrichi, n'aurait guère aimé cette idée-là. Je voudrais maintenant que nous nous attardions un instant sur un ouvrage qui est un des plus frappants avec le recul. J'en disais un mot tout à l'heure, c'est la dîme royale, c'est-à-dire l'idée que, je le cite, c'est une obligation naturelle au sujet de toute condition de contribuer, écoutez bien, à proportion de leurs revenus ou de leur industrie, sans qu'aucun d'entre eux ne puisse raisonnablement s'en dispenser. Écoutons cet extrait de la dîme royale, autrement dit, que tout le monde paye un pourcentage, y compris les ordres jusque-là favorisés, et qui se défendent de bec et ongle quand on essaye de les faire payer l'impôt. La dîme royale, 1706, publiée tardivement, lue par Jean Brunel sur France Culture le 18 août 1980. Il y avait longtemps que j'étais obsédé d'une folie sur laquelle j'avais souvent médité sans dessein de m'en corriger. Ne pouvant donc plus résister à la tentation, j'y ai succombé. Cette folie dont je suis le père et le parrain s'appelle projet de conversion de la taille, des aides et des douanes provinciales, capitation, affaires extraordinaires, octroi, courtage, jaugeage et plusieurs autres droits onéreux, et la plupart arbitraires, en une dîme royale et mobile, selon les besoins de l'État, qui doit s'étendre sur tout ce qui porte revenu dans le royaume, de quelque nature qu'il puisse être, sans exception de grand ni petit, pas même du roi, en sorte que l'ambassadeur de France chez les louables cantons paierait la dîme de tous ses bons vins, de ses appointements, pensions, de même que le sieur de Vauban et tous les autres sujets de pareille étoffe, même les domestiques du royaume, à compter depuis le dernier marmiton jusqu'au capitaine des gardes du roi,
même le roi et tous les princes, moyennant quoi l'État, de fort malade et languissant qu'il est, tant peu se porterait à merveille. Incrédule comme vous êtes, monsieur, vous vous moquerez sans doute de ma proposition et ne manquerez pas de dire « Diable soit du fol, et du fol encore !» Folle tant qu'il vous plaira, monsieur. J'ai bien prévu tous ces titres-là et plusieurs autres encore pires. Mais ils ne m'ont pas empêché de passer outre. Diable du fol qui finalement passe outre. Voilà notre Vauban. Absolument. Il faut quand même me rappeler qu'il a commencé à écrire sur une réforme fiscale dès l'impôt de la capitation dès 1694, où il écrivait déjà que donc cet impôt par tête devait être assumé par toutes les têtes, même la famille royale. Vauban a continué à écrire. Il a essayé de réfléchir à ce qu'il pouvait proposer. Il pensait à une taille réelle, c'est-à-dire qui reposerait sur la propriété foncière, sur les revenus fonciers. Mais pour ça, il faudra avoir un cadastre. Et on n'a pas de cadastre. Hein. Il sera napoléonien, le cadastre. Compter, organiser, faire des cartes, toujours. Toujours. Et il va, en fait, donc convertir de la taille réelle, il va passer à la dîme royale, s'inspirant du clergé, en disant, mais au fond, la dîme ecclésiastique, elle fonctionne bien, les prélèvements sont assurés, donc ça deviendra une dîme royale. Et il lit son texte au roi. C'est pour ça que quand on dit qu'il a été condamné, il faut nuancer. Condamné. Que le livre a été condamné. On verra que c'est plutôt pour un problème d'autorisation de librairie. C'est le droit de la librairie. En 1700, au mois de mai 1700, il lit à Louis XIV en 3 soirées son texte, donc la version de 1700, son texte sur la dîme royale. Le roi l'écoute quand même. Ah, le roi a applaudi. Il a trouvé que c'était très bien. Il supprimait tous les autres impôts. Et un impôt unique, la dîme royale. Le roi est d'accord. Sauf que il accepte le testament espagnol et la succession sur le trône d'Espagne de son petit-fils. La France va rentrer en guerre. Il n'est plus question de réforme fiscale. Pourtant, Vauban explique qu'on n'y perdrait pas d'argent, à supposer que, comme il le dit, le critère de différenciation ne soit plus le statut, le privilège ou le rang, mais la personne, quelle que soit sa condition. Autant d'argent rentrerait dans les caisses du roi, mais il n'arrive pas à persuader Louis XIV de cela. Louis XIV a accepté, mais dès qu'on est rentré en guerre, et c'est une guerre quand même qui s'est pas très très bien passée pour la France, il n'était plus question de mettre tout le personnel en fait au service d'une réforme fiscale. Ce n'était pas possible. Et même quand on a tenté d'appliquer la dîme royale sous le régent, dans 2 élections. Après 1715 et la mort de Louis XIV. Oui, après la mort de Louis XIV. Donc en 1719 et 23, on n'a pas supprimé les autres impôts. On a ajouté la dîme royale. Donc tout le monde s'est rebellé. C'était pas un impôt nouveau qu'il voulait. Bon, c'était remplacer tous les anciens impôts par la dîme royale. Mais la dîme royale suppose, en fait, des déclarations de revenus. Ce que personne ne veut faire. Personne ne veut déclarer ses terres, ses productions, même tous ceux qui font négoce ne veulent pas déclarer. Donc ils se heurtent, en fait, à une résistance qui est bien connue aussi en France. Hein. Il faudra attendre la déclaration des revenus au début du XXe siècle. Oui, voilà. Évidemment, on a beaucoup protesté du côté des plus fortunés contre l'obligation de dire ce qu'on avait. Voilà. Là, on se place au moment de l'institution, effectivement, de l'IRPP, l'impôt sur le revenu proportionnel, juste avant 1914. Voilà. Et il s'est heurté à la même résistance. Hein. Mais aussi, il a rajouté des pages à la dîme, on le retrouve sous forme manuscrite, qui est un appel à la noblesse en leur disant, mais ne vous inquiétez pas parce que, en fait, vous allez être imposés, mais on va supprimer tous les autres impôts sur la consommation. Or, c'est vous qui consommez le luxe, vous payez énormément d'impôts, de taxes sur la consommation, donc vous ne les aurez plus
Et au contraire, vous saurez à peu près ce que vous allez pouvoir donner chaque année au roi. Mais, Donc, visiblement, on n'a pas trouvé d'oreille complaisante et on l'a traité, là encore, de folle. Mais tout de même, on ne peut pas se priver de la tentation d'une certaine uchronie, c'est-à-dire d'imaginer ce qui serait passé si la dîme royale avait été adoptée. Il n'y aurait pas eu les États généraux de 1789 et vous pouvez ensuite laisser filer votre imagination. Je voudrais que nous en venions à la fin de la vie de Vauban, de cet homme qui avait dit « J'aime ma patrie à la folie. Pour le roi souvent, pour la patrie toujours. » Oui, c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « De la gloire du roi au service de l'État ». Dans ses écrits, on voit vraiment l'évolution. L'homme de guerre, l'ingénieur a vraiment travaillé pour la gloire de Louis XIV. Hein. C'était la forme, dans les victoires, dans les fortifications. Faut penser qu'on lui reprochait de faire des portes de places fortes extrêmement coûteuses. Il y a des écrits de Louvois ou de Colbert qui lui disent « Mais enfin, pourquoi vos portes coûtent aussi cher ?» Et Vauban répond, en fait, il n'utilise pas le terme, mais nous, on l'utiliserait, c'est la porte a une force de dissuasion. L'ennemi qui arrive devant une fortification avec une porte extrêmement travaillée, magnifique, comprend qu'il s'attaque, en fait, à un pouvoir qui est extrêmement fort. Pour aimer la magnificence de la porte, c'est qu'on a les moyens et qu'on aime la beauté. Et c'est la dissuasion. Et Vauban est dans cet esprit. Et quand il va prendre conscience de l'état du royaume, qu'il aime, qu'il apprécie, qu'il décrit, il va considérer en fait que sa patrie est première, avant même la gloire du roi. Il a une conception de l'État, et c'est ce qui me plaisait aussi chez lui. Il arrive presque à le théoriser. On comprend à vous entendre que le roi ait eu à l'égard de Vauban des sentiments assez mêlés, de capacité d'écoute et de considération, et en même temps une irritation probable assez souvent, ce qui explique que, en dépit de son génie, il n'ait été promu que tard au maréchalat. Lieutenant général, c'était l'équivalent de général de division. Maréchalat, c'est le grade suprême. Écoutez-le au soir de sa vie écrire, on est en 1702, au roi pour justifier sa demande de cet honneur qu'il sollicite. Le ton est d'époque, la force est là. Au roi, 2 janvier 1702, Paris. Le bruit qui court à Paris, à Versailles et dans toutes vos troupes, d'une prochaine promotion de maréchaux de France, m'autorise à représenter à votre majesté que, je suis du bois de quoi on les fait, ma qualité de lieutenant général, plus ancien que la plupart de ceux qui sont le plus à portée d'y prétendre, et mes services mieux marqués que les leurs, dont je ne veux pour témoin que votre majesté, me donnent lieu d'espérer qu'elle ne me jugera pas indigne de cette qualité. Après cela, sire, comme je suis absolument dévoué à tout ce qu'il plaira à votre majesté faire de moi, si elle juge qu'il convienne à son service que je me borne au caractère dont il lui a plu de m'honorer, je m'y soumets de tout mon cœur, et je lui sacrifierai sans peine toute mon ambition. Vu même qu'il semble qu'une telle élévation doit être embarrassante pour un emploi ambulant comme le mien, qui a tant de place à voir et à visiter, et qui se trouve dans une obligation continuelle d'être si souvent mêlé parmi tant d'ouvriers. Comment réagissez-vous? Je vous vois branler du chef, Michel Virol. Oui, parce que c'est l'image que l'on a à la cour de Vauban, c'est-à-dire l'homme qui est sur les chantiers. Donc qui a les pieds dans l'eau, qui commande à des ouvriers, qui commande à des soldats. Qui prend des risques physiques, il a été très souvent blessé. Dans le cadre des sièges, oui, au début de sa carrière. Son visage est grêlé par des... Oui, un coup de mousquet au siège de Douai. C'est un homme qui, pour
Pour la cour, par exemple, elle n'est absolument pas le courtisan que l'on va voir dans les bals ou autres. C'est celui qui affronte le mauvais temps, qui commande les brouettes. Et c'est cet aspect-là qu'il met en avant dans sa lettre. Mais il sait très bien aussi que, en tant qu'ingénieur, s'il est maréchal, il n'a jamais commandé d'armée. Il n'aura pas de commandement. Donc, quand il va demander en 1706 à partir pour faire il est maréchal, pour faire le siège de Turin, on lui dira, mais écoutez, pensez à votre âge. Septuagénaire. Oui, il serait peut-être raisonnable de rester tranquillement au chaud. Il est très attaché aussi au fait qu'on puisse le reconnaître comme un homme de science. Il est très heureux d'être reçu à l'Académie des sciences, et c'est d'ailleurs Fontenelle qui fera son éloge après sa mort. Oui, il est élu membre honoraire en 1699 à l'Académie des sciences, c'est-à-dire qu'il n'a pas à être à toutes les séances, mais il peut les présider, et effectivement, il en présidera plusieurs. Et il sera très intéressé par les travaux, notamment les travaux des étrangers, des Anglais qui peuvent être correspondants, notamment dans le domaine de la démographie, on dirait aujourd'hui, ou de l'arithmétique politique. Je voudrais vous proposer cette dernière citation, ce qui va clore notre conversation. C'est une lettre à Louvois. « Je ne crains ni le roi, ni vous, ni tout le genre humain ensemble. La fortune m'a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France, mais en récompense, elle m'a honoré d'un cœur si exempt de toutes sortes de friponneries qu'il ne peut même en soutenir l'imagination sans horreur. » Merci, merci. Je renvoie nos auditrices et nos auditeurs à votre ouvrage qui, naturellement, m'a beaucoup inspiré pour préparer cette émission. Vauban de la gloire du roi au service de l'État, aux éditions Champvallon. C'est un ouvrage de 2003 qui a été réédité en 2007. Vous travaillez sur Vauban dans la longue durée, il le mérite bien. Et puis, vous avez également publié un ouvrage, toujours chez Champvallon, vous êtes fidèle à votre éditeur, Louis XIV et Vauban, ses correspondances et ses agendas. Et enfin, alors c'est un opus magnum, Les oisivetés de Monsieur de Vauban. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont ses écrits, c'est lui qui a appelé... c'est l'osium du noble. Donc il montre bien que ce ne sont pas des écrits commandés, mais qui relèvent en fait de son gré. C'est quand même 29 mémoires. Surtout sur la cochonnerie, sur la forêt, sur bien sûr la défense des places. Il y a quelques écrits militaires, les places qu'on devrait abandonner. Mais c'est la totalité des champs qu'il investit en fait. Vous offrez aussi un beau livre pour Noël qui s'appelle Vauban de pierre et de plume. Le titre correspond bien à ce que nous avons tâché ensemble de décrire en observant ce personnage, aux éditions Clope à Thionville et à Luxembourg. Et puis j'ai cité chemin faisant le livre d'Alain Monod qui s'appelle Vauban, la mauvaise conscience du roi, publié en 2008, republié récemment aux éditions Rive-Neuve. Vous pourrez trouver, vous le savez, les références des documents sonores que nous avons utilisés, des archives, de la voix de Vauban, et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Laurent César, avec à la discothèque Joséphine Lafaille et Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, Clary Monac.